Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal en information locale. Tout d'abord, l'Assemblée générale du Ciné-Club, la soirée des notables avec le théâtre alsacien et le défilé du carnaval dans les rues de la commune. En information régionale, nous partirons à la découverte du salon de la bande dessinée et de la carte postale, ainsi qu'à la journée du timbre. Du football ensuite, avec des images du match qui a opposé l'équipe 1 à l'ASCA Wittelsheim. En partie magazine enfin, nous recevrons le lieutenant-colonel Vinclair qui nous fera découvrir le record. Je m'adresse tout d'abord plus particulièrement à vous, mesdames, en cette journée qui nous était consacrée. J'espère que votre chef de service ou votre patron a eu l'amabilité de vous offrir une petite fleur toute fraîche, que vos collègues masculins vous ont fait un compliment sympa au passage sur votre tenue pimpante, histoire de vous voir sous un œil nouveau ce jour-là. Je passe sous silence votre mari qui a déjà votre fête, votre anniversaire, la Saint-Valentin et bien d'autres fêtes encore à vous souhaiter et qu'il n'oublie jamais. Il sera donc pardonné si son bisou du matin n'a pas été plus gros que celui des autres jours. Mis à part ça, vous n'avez peut-être pas constaté des changements notoires aujourd'hui. Et pourtant, que de changements pour la femme, surtout depuis un siècle, avec le droit de vote, la liberté de travailler sans l'autorisation de son mari, d'accéder à des grandes écoles ou à des métiers, traditionnellement chasse gardée, de la gent masculine. Continuons donc sur cette lancée pour nous faire plaisir et nous réaliser dans la joie et la bonne humeur. Dimanche dernier, à la salle des associations de Biesheim se déroulait l'Assemblée générale du Ciné-Club en présence de Monsieur le maire et des personnalités de Biesheim. Un reportage de Jean Laporte. C'est pour l'heure de l'après-midi. Oui. Vous avez déjà en fait, Nicole Non, avec le Boulogne, entendu l'Assemblée générale du 17 avril 1994, était présent. Mesdames Chopin, Kessler, Georges, Lambourg, déclare l'Assemblée générale du CVCA ouverte après avoir salué l'assistance. Monsieur Précher Georges, maire de Biesheim, et Monsieur Patrick Schroeder, représentant Madame Bulac, présidente de l'AFCB Antichy, vous assure du soutien de l'AFCB dans toute manifestation entreprise sous le renom de l'AFCB et de Biesheim. 11h30, le président ouvre la séance en invitant les personnes présentes à un apéritif d'honneur et à un repas pris en commun. Garantie de 1500 francs, plus les frais de port de Paris, ce qui vient dire 500 francs minimum. Ben oui, alors, rendu les mêmes maintenant, c'est comme ça. On va essayer d'avoir la rivière sauvage. Si on n'est pas les seuls, on prendra. Je voudrais quand même vous remercier de m'avoir invité, bien qu'étant membre mais aussi vous dire et vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'ensemble de ces jeunes qui peuvent profiter un peu du cinéma localement. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, malheureusement. Souvent, on peut constater qu'ils ne sont pas aussi assidus. Et je crois que là aussi, un grand merci et félicitations. Puissiez-vous continuer encore de nombreuses années. L'ensemble instrumental La Folia fera le délice des mélomanes à Algolsheim à l'église protestante. Le concert débutera à 17h dimanche prochain, le 12 mars. La Folia, sous la direction de Christophe Poiget, est régulièrement sollicitée par des chœurs français et étrangers pour interpréter de grands oratorios et cantates. Elle a enregistré à ce jour 11 disques et compte environ 260 œuvres à son répertoire. Manifestation exceptionnelle donc à ne pas manquer à Algolsheim dimanche prochain à partir de 17h à l'église protestante. Le service de la protection maternelle et infantile nous informe que la prochaine consultation pour nourrissons aura lieu le lundi 20 mars de 13h45 à 17h
au centre de prévention et de soins. Testez votre chance avec la soirée loto organisée par l'association de gestion de la salle polyvalente de Napsheim. De nombreux lots de valeur, télévision couleur 54 cm avec sa télécommande, nettoyeur vapeur, grand tapis et un super lot, un voyage pour 2 personnes en pension complète, boissons comprises. La destination est encore secrète, donc samedi 18 mars à partir de 20h. Plus une seule chaise de libre samedi soir pour la 7e représentation du théâtre alsacien de Biesheim. Cela ne changera guère dans les semaines qui suivent, puisque toutes les représentations annoncées affichent complet, y compris les supplémentaires déjà programmés. On vient de loin, et même de très loin, pour vivre une représentation avec le théâtre alsacien. Samedi soir, c'était le rendez-vous des notables, le député Gilbert Meyer, Alfred von Arb, le maire de Brisac, M. Gantz, le maire de Kunheim et président du CIVOM, et M. Schmitt, président-directeur général des usines Renali, sans oublier Paul Frick de la Fédération des théâtres alsaciens et la délégation du théâtre alsacien de Guebwiller. Une bonne soirée pour un excellent public, un reportage de Bernard Roche. Unser député, vice-président du Conseil, Général Gilbert Meyer. Merci Gilbert. So viel Freude wird ihr unserer Mère, also der George Strecher und Madame Sina Haute-Schür, der Gabi mit der Madame. Und der Herr Maire, Bürgermeister von Brisach, Monsieur Vonat mit der Madame. Euch, der Herr Gantz, der Präsident vom CIVOM, mein Freund, der Paul Frick, auch noch gelehrt, der Direktor am Anfang, wo wir Publicité gemacht haben für das Aluminium. Merci für Ihre Besuch, merci für Ihre Lachen nochmal. Kommen wir gut heim, kriegen wir Wiener Briefkasten und bis zum nächsten Mal. Salut miteinander! Tous les moyens sont bons pour lutter contre le stress et retrouver son calme. Pourquoi ne pas essayer le jiu-jitsu ? Sport de défense, mais aussi de détente. À vous d'en juger en vous rendant au dojo de la salle des sports de Sundhofen. Les cours mixtes sont assurés tous les mercredis de 20h15 à 22h par Bernard Fréville. L'association sportive de Biesheim organisait un défilé de carnaval avec tous les jeunes de Biesheim à travers les rues de la ville. Rejoignons-les grâce au reportage d'Olivier Paul et Patrick Bertin. Aujourd'hui même, la SCB organisait son traditionnel défilé de carnaval. Ouvert à tous les jeunes de Biesheim, une cinquantaine d'enfants ont défilé dans les rues de Biesheim. Départ donné à 14h15 depuis la salle des fêtes, une voiture communale ouvrait la route aux enfants qui, pendant une bonne heure, n'ont pas arrêté d'en lancer des confettis. Sécurité oblige, les pompiers étaient aussi de la fête en tant que voiture-balai.
Le pirate, il a tout. Ensuite, nos joyeux déguisés se sont rendus à la mairie où les conseillers municipaux ont été obligés de leur donner des bonbons. Comme quoi, le nombre fait la force. Pour terminer la cavalcade dans les rues de Bissheim, les enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes afin d'élire les meilleurs déguisements, juste histoire de les mettre en appétit avant le goûter offert par l'ASCB. Il y aura un jury qui va décerner des prix. Mais c'est vrai que ça va être très difficile parce que vous êtes vraiment tous très très bien déguisés. Seulement, bon, il y en aura 9 qui auront un petit souvenir. Et tous les autres, vous aurez également un petit souvenir. C'est un petit chapeau que vous pourrez confectionner vous-même. Hein, ce sont les petits chapeaux qu'on va vous donner. Tout le monde en aura un. Et ces chapeaux ont été offerts par la boulangerie Masbloom. Et de même que les bonbons que vous aurez tout à l'heure, eh ben, c'est la boulangerie Masbloom qui vous les a offerts. Alors, chacun un petit clou, non, un petit Pierrot. Faut pas que je me trompe. Tu t'appelles Benjamin. Et c'est, dis donc, tu as 2 centimes Jérôme. C'est un petit très joli. Comment tu t'appelles? Laurie. Alors il y en a 3 qui sont choisis.
Et bien voilà, nous avons la petite lionne. Tu reçois un livre. Le petit clown. Tu reçois un livre. Maman, et puis voilà le petit clown. Voilà. Allez, on les applaudit très très fort. Alors il y a donc... Alors Salomé qui est en Pierrot et un superbe Pierrot, on l'applaudit. Nous avons notre petit bonhomme de neige, Bonnie, qui est Joanne, on l'applaudit. Nous avons notre prince Aladin, bien sûr c'est Valentin, on l'applaudit. Et puis pour le petit chaperon rouge qui était un petit prix qu'on a mis en plus, une petite comment on peut appeler ça, un petit pendentif, voilà, c'est un petit dauphin. Voilà, on les applaudit très fort. Si vous voulez découvrir la Pologne, si vous avez entre 15 et 18 ans, n'hésitez pas à vous adresser à l'association Vivre sans frontières, association agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous pourrez vivre 2 mois cet été en Pologne, les mois d'août et septembre, pour découvrir ces paysages, ces monuments, ces habitants dont vous partagerez la vie de famille. Vous pourrez également vivre une scolarité dans un lycée franco-polonais. L'association s'appelle donc AFS Vivre sans frontières, 46 rue du commandant Jean Duhail, 94 120 Fontenay-sous-Bois et le téléphone le 16 1 43 94 11 88. Le 15e salon de la carte postale et de la bande dessinée fermait ses portes dimanche dernier. Le lieu idéal pour trouver la carte postale du début du siècle, des cartes téléphoniques ou encore des pins, sans oublier la bande dessinée et la traditionnelle séance de dédicace. Un reportage d'Isabelle Garcia. Ce week-end, à la Foire Exposition de Colmar, se déroulait le salon de la carte postale et de la bande dessinée. Une centaine d'exposants proposaient aux quelques milliers de spectateurs s'étant déplacés sur ces 2 jours des stands très variés. Cartes postales, bande dessinée bien sûr, mais aussi affiches, monnaies, littérature en tout genre, modèles réduits, disques, gravures. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Le plus de ce salon de Colmar est d'accueillir chaque année une dizaine de grands dessinateurs. Cette année, s'étaient déplacés des artistes tels que Reuls, Haussmann, Weinberg, qui ne se contentaient pas de présenter leurs œuvres, mais les dédicaçaient d'un croquis exclusif exécuté au crayon ou au pinceau levé. Ces stands ont obtenu beaucoup de succès et les artistes enchaînaient dessin sur dessin de leurs héros pour le plus grand plaisir des acheteurs et des visiteurs. Ce 15e salon de la carte postale et de la bande dessinée a donc obtenu le même franc succès que les années passées. Le salon Énergie Habitat ouvrira ses portes demain, 9 mars, à partir
de 10 h. Il s'étalera sur 5 jours au Parc des Expositions de Colmar et restera ouvert sans interruption jusqu'à 20 h. Vous pourrez y découvrir toutes les innovations concernant l'habitat, les prototypes électriques. Il est placé cette année sous le signe du bois dans tous ses états, avec animation des espaces formation où les jeunes découvriront les métiers du bois. Le musée de l'instrumentation optique de Bissheim y sera présent également avec présentation de lasers et hologrammes. Vous pourrez assister à des démonstrations de tir laser. Nous vous encourageons à y aller nombreux. Organisées par l'association philatélique mulhousienne, les Journées du timbre, placées sous le signe de la qualité et sous la présidence de Robert Deroy, président de la Fédération des associations philatéliques françaises, qui sont au nombre de 41. Nous allons savoir davantage avec ce reportage d'Olivier Paul et Patrick Bertha. La Fédération française des associations philatéliques, en partenariat avec la Poste, organisait dans 101 villes, les 4 et 5 mars, la Journée du timbre. Comme chaque année à Mulhouse, les timbrés de la philatélie se sont réunis à la Société industrielle Place de la Bourse. L'association philatélique mulhousienne était sur le pont. Au programme, émission premier jour du timbre de la Journée du timbre, oblitération spéciale et souvenirs philatéliques, expositions et rencontres. Monsieur Albert Fillinger, président de l'association philatélique mulhousienne, nous présente cette journée. L'exposition de la Journée de timbre a lieu depuis avant-guerre, c'était en 1938 où la première exposition a eu lieu. Depuis tous les ans, à part la période de la guerre, n'est-ce pas, nous avons une autre journée de timbre. Une spécialité en Alsace, c'est qu'il y a une seule ville en Alsace qui organise la journée du timbre pour ne pas se faire de concurrence. Puisqu'avant, il y avait à droite, à gauche, à Colmar, à Strasbourg, à Thann, à Sélestat, à Saint-Louis des manifestations. Et on a formé le groupement des philatélistes, n'est-ce pas, groupement Alsace-Belfort. Et nous avons donc une réunion annuelle pour la journée de timbre, une deuxième pour l'exposition d'octobre. La journée de timbre est la plus importante en Alsace parce qu'elle elle a une activité, comment dirais-je, très assidue des membres qui présentent leurs collections, qui servent leurs collections seront primées par des jurys nationaux et ils ont le tremplin pour aller en classe nationale. Nous avons eu le privilège d'avoir le président fédéral chez nous cette année et je dois dire que la journée du timbre est une journée qui est au profit, la surtaxe du timbre est au profit de la Croix-Rouge. Donc également sur cette journée, je sais qu'il y a eu un congrès. Effectivement, le congrès du groupement des sociétés philatéliques d'Alsace-Belfort. Régulièrement, ils se réunissent 2 fois l'an, une fois pour la journée de timbre, une fois pour le congrès d'automne, pour délibérer sur statuer sur la marche à suivre et, comment dirais-je, l'évolution de la philatélie, la promotion de la philatélie et naturellement, comme nous sommes actuellement un peu en chute libre, n'est-ce pas, nous essayons par tous les moyens de recenser au moins les philatélistes qui pourraient encore grossir les rangs de nos sociétés. Bref, que vous soyez débutant, simple curieux ou ancien collectionneur, ne laissez pas sommeiller vos collections de timbres. Les spécialistes des associations philatéliques locales vous feront redécouvrir vos collections. Et nous continuons dans les collections, mais plus près de chez nous cette fois, l'association Loisirs, Arts et Culture organise le dimanche 19 mars dans la salle des fêtes de Fessenheim sa 8e bourse au timbre, carte postale, carte téléphonique, pins, etc. L'entrée est gratuite et cette manifestation se déroulera de 9 à 18 heures sans interruption. Une exposition temporaire au Muséum d'histoire naturelle à Colmar, Histoire de momies.
Vous pourrez découvrir et comprendre le rituel funéraire de l'Égypte ancienne grâce à des textes explicatifs illustrés par de nombreuses gravures et photos. La momie que vous pourrez admirer est celle d'une chanteuse, fille du 4e prophète d'Amon, et d'une étonnante fraîcheur et d'une finesse extraordinaire. Vous la découvrirez entourée de tous les objets qui l'accompagnaient dans son sarcophage. Et nous arrivons à la page sportive de ce jour. Une excellente rencontre de football samedi dernier avec l'équipe 1 contre l'ASCA Wittelsheim. C'est parti pour les images. Jeu âpre-et-ardu bien rythmé et sérieux entre les deux meilleures équipes orinoises de valeur pratiquement égale. Des occasions de but plus nettes en faveur de l'ASCA, cependant, qui n'a pas concrétisé. Les Rhénans s'exposèrent au contre mené à 100 à l'heure par le rapide et insaisissable Zahir Mera, qui à lui seul aurait pu à 2 reprises réussir le hold-up parfait en moins de 5 minutes. Heureusement pour les hommes de Danny Kuster, l'ex-Mulhousien mis sur orbite poussa trop loin son ballon, permettant ainsi à Joël Baltaz d'effectuer 2 belles sorties dans ses pieds. Ce seront les seules véritables occasions pour les Wittelsheimois, avec un coup franc magistral de Christophe Gross qui fit passer le frisson dans les dos des supporters locaux à la 32e minute. Mais le match devait s'achever sur un score vierge, au demeurant logique, une rencontre d'un excellent niveau de jeu. Assurément, la SCB et l'ASCA ont prouvé que leur place dans le haut du tableau de CN3 ne devait absolument rien au hasard. Score final 0-0. Bonsoir et bon retour. Pendant la mi-temps de ce match, la section jeune du club de football a été présentée au public, revêtue de ses nouveaux survêtements flambant neufs. Cette section, forte de 130 licenciés répartis en 7 équipes, fut ainsi à l'honneur ce samedi. Les entraîneurs et les dirigeants étaient bien entendu présents, sous la houlette de Gérard Cardot, qui en est le président. Nous souhaitons d'heureux succès à toute cette jeunesse pour cette saison. Le programme de football maintenant pour le week-end. Le samedi 11 mars, les Poussins 1 iront à Algolsheim à 15h pour la coupe encouragement. Les Pupilles recevront le SR Colmar à 15h. Les Minimes seront à Isenheim à 15h30. Les Cadets se déplaceront à Baldersheim à 17h. Les Juniors joueront à Thann à 15h30. En ce qui concerne le dimanche 12 mars, l'équipe 1 ira jouer au SR Colmar à 15h. L'équipe 2 recevra Ingersheim à 15h. Soyez nombreux pour les applaudir. L'équipe 3 accueillera Sundofen à 10h et l'équipe 4 jouera à l'extérieur contre Colmar Rap 2 à 10h. Eh bien, nous voici maintenant arrivés à la page magazine de ce journal. Nous recevons donc le lieutenant-colonel Vinclair, officier du corps européen, qui sera interviewé par Roger Stoflik.
Bonsoir, lieutenant-colonel Vinclair, bonsoir. Vous êtes donc l'officier adjoint de communication de l'Eurocorps. Doit-on dire d'ailleurs l'Eurocorps ou le corps européen? Il faut demander à M. Toubon. En français, on dit plutôt le corps européen. Eurocorps serait plutôt la dénomination allemande, mais dans l'usage courant, dans les médias, maintenant, tout le monde parle d'Eurocorps. Eurocorps, c'est plus court que corps européen. Oui. Donc, on voulait un petit peu faire l'historique pour commencer de ce corps. Qui est à l'origine? Quelle est sa date de création? Je pense que c'est un tellement vaste sujet qu'on va être obligé de serrer un petit peu les questions et de faire court. Donc, quelques mots sur l'origine de ce corps? Oui, tout le monde a entendu parler, j'imagine, du corps européen, surtout au moment du 14 juillet, avec le défilé. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure quelques images de cette manifestation à laquelle avait participé le corps européen. Mais le corps, c'est une histoire relativement ancienne. En fait, on pourrait faire remonter ses origines à 63, le traité d'Élysée et le traité d'amitié franco-allemand. C'est d'abord une initiative franco-allemande qui s'était concrétisée déjà en 90 avec la création de la brigade franco-allemande. Et le corps est, dans la perspective de l'Union européenne et du traité de Maastricht, un élargissement aux autres pays européens. Font partie maintenant du corps européen également les Espagnols et les Belges, donc Français, Belges, Espagnols et Allemands forment ce corps européen. Tout à fait, oui. Vous avez d'ailleurs amené l'écusson du corps, et je crois que vous vouliez nous donner quelques commentaires sur cet écusson, oui. Si on peut nous le passer ou on l'a sur le plateau. Cet écusson aussi. Qui se trouve là sur le plateau et qui représente un écu, un bouclier pour le symbole de la défense, avec la silhouette de l'Europe, une silhouette un peu stylisée, parce que l'Europe, maintenant, ce n'est plus tellement des frontières à garder. Depuis la chute du mur, il n'y a plus la confrontation Est-Ouest qui nous faisait garder nos frontières, mais davantage la zone occidentale européenne dans laquelle se développent des valeurs de civilisation, la démocratie et la liberté, qui sont plus ce qu'on défend. Il y a sur cet insigne également le drapeau européen qui est évoqué avec les couleurs bleues et les étoiles. L'étoile, oui. Et le glaive qui est le symbole d'une unité combattante de l'armée de terre. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces unités qui participent au corps européen. Tout à fait, oui. On va peut-être d'ailleurs regarder un premier extrait de manifestation auquel ont participé le corps européen. Oui, tout à fait. Nous pourrions regarder. On va lancer le sujet, si on veut bien, en régie. Voilà. Alors là, je crois que c'est le défilé du 14 juillet, justement, le dernier défilé du 14 juillet à Paris. Voilà, on voit le général Villeman qui commande le corps européen. Il défile à la tête de ses troupes. Pour la première fois, parce qu'ils font partie d'un même C'était un événement tout à fait. Soldats français. Ça a été un objet de controverse, mais la controverse finalement a été tombée puisque l'accueil de la population a été sans aucune ombre. Et le résultat était la démonstration que le corps européen participe à la défense européenne. Ici le chancelier Kohl, le Premier ministre espagnol. C'est cela. Il y avait les chefs de gouvernement des 4 pays participant au corps européen. Ça, c'est la création de l'état-major du corps européen à Strasbourg. Vous voyez, donc on a vu l'historique. Ça, c'était en novembre 93. En novembre 1993, à Strasbourg, les ministres de la Défense des 3 pays célèbrent la constitution du corps européen. Quelques mois plus tard, c'est l'adhésion de l'Espagne. Bientôt celle du Luxembourg. 5 pays participants. Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg. 50 000 hommes répartis dans 5 pays. Un état-major central multinational à Strasbourg, sous l'autorité politique du gouvernement.
wir sind uns sehr bewusst, nicht nur ich, auch meine Soldaten im Stabe, dass wir an einem sichtbaren Stück Europa arbeiten. Und das gibt eigentlich uns allen eine große Motivation. Au cœur de Strasbourg, l'état-major multinational intégré du corps européen et le bataillon de quartier général formant l'unité de soutien à la vie de l'état-major. L'état-major compte quelques 400 militaires de 5 pays, langue de travail français, allemand. Les postes clés sont attribués tous les 2 ou 3 ans par rotation à chacun des pays participants. Enfin, la brigade franco-allemande, la première à avoir fait partie du corps européen. 5300 hommes disposant de chars, de véhicules blindés, de pièces d'artillerie, d'engins de reconnaissance. La brigade est déjà opérationnelle pour des missions humanitaires. Alors, Strasbourg, c'est un symbole, j'imagine, bien sûr, pour l'état-major, comme siège d'état-major pour le corps européen. Tout à fait. Vous avez vu dans les images qu'on a montrées, donc cet état-major qui est installé à Strasbourg. Vous avez vu les images du défilé au 14 juillet, les images de la brigade franco-allemande. Au fond, peut-être y avait-il sur ces images quelqu'un de Bissheim, un appelé qui faisait son service, c'est que quelqu'un aura reconnu là. Effectivement, nous sommes à proximité de chez vous et il y a pour les gens qui sont en âge de faire leur service militaire la possibilité de servir au corps européen. Il y a la possibilité de demander à servir au corps européen ou c'est un peu du hasard? C'est en fonction évidemment de la demande des postes qui existent. En gros, si on décrit le corps européen, il y a donc l'état-major qui, tout personnel confondu, officiers, sous-officiers, soldats, compte 350 personnes des 4 pays qu'on a cités. Donc là-dedans, il y a à peu près un tiers de soldats des 4 pays. Et puis vous avez un bataillon de quartier général qui est de 450 hommes, qui est également à Strasbourg, qui est l'unité de support dans laquelle on trouve les mécaniciens des services auto, les conducteurs, les cuisiniers, les infirmiers, enfin tout ce qui permet la vie de ce corps. Et puis, pour l'instant, appartenant réellement au corps européen, et la brigade franco-allemande que tout le monde connaît, puisqu'elle existe depuis 1990, et qui représente environ 5000 hommes français stationnés en Allemagne, pour moitié français, stationnés en Allemagne. Et à partir d'octobre, nous serons un corps, c'est-à-dire 50 000 hommes, avec des unités nationales, 3 divisions, une division blindée allemande, une division blindée française, une division mécanisée belge. Et au sein de cette division française, celle qui est stationnée en Allemagne, dont l'état-major se trouve à Baden, là aussi, il y a des possibilités de faire son service militaire. Donc, un certain nombre de places de proximité, oui. Une question qu'on se pose, l'Eurocorps est-il composé essentiellement, ou uniquement d'ailleurs, d'éléments des armées de terre, ou est-ce qu'il y a d'autres armées qui intègrent le corps? On a parlé donc de 50 000 hommes, il s'agit essentiellement d'unités de l'armée de terre. On trouve cependant à l'état-major du corps européen une composante, une représentation air qui est capable, pour les missions dont on parlera peut-être tout à l'heure du corps, de servir de commandement des forces aériennes. Et il est prévu également qu'il y ait une représentation marine. Mais il s'agit d'officiers des 4 nations qui peuvent, au besoin, mettre à la disposition du corps européen des unités de ces autres armées. Ce ne sont pas seulement des officiers de liaison.
Ce sont des officiers qui peuvent... Plus que des officiers de liaison, ce sont des officiers qui participent à l'élaboration des concepts d'emploi du corps européen et donc qui sont parfaitement au courant des procédures internationales qui supposent qu'il faut connaître pour répondre à la mise en œuvre du corps européen. Mais qui peuvent être amenés à mobiliser des troupes pour les intégrer dans le corps européen? Tout à fait. Prenons un exemple. D'abord, il faudrait parler peut-être des missions du corps européen. On n'en a pas encore parlé. On peut parler des missions, donc, effectivement. La création de ce corps européen, les pourparlers étaient en 91. C'était pendant la guerre du Golfe. Et maintenant, on voit que nos forces armées doivent répondre à la gestion de crise essentiellement, c'est-à-dire les missions humanitaires, les missions de maintien et de rétablissement de la paix. Reste bien sûr la défense principale du territoire. Mais pour ces trois missions, ce qui importe maintenant, c'est la mobilité de nos forces. Et pour les faire bouger vite et loin, on a besoin maintenant pour les personnels, quand ils se déplacent sans leur matériel, d'avion, d'où l'importance de la composante aérienne, et de la marine, lorsqu'il s'agit de traverser la mer, pour les matériels. Sinon, on utilise également la voie ferrée. Ça fait penser un peu à un corps d'armée à géométrie variable. Tout à fait. Dans ce dépliant du corps européen qui explique un peu son fonctionnement, vous avez au centre de ce dépliant un petit dessin qui montre le puzzle. Il va passer à l'antenne. Je crois qu'on peut l'avoir en régie aussi. Vous avez une sorte de puzzle dans lequel vous voyez les forces armées des pays participants qui viennent former d'abord un état-major à Strasbourg et puis un groupement de forces pour intervenir là où on verra intervenir. C'est cela, oui. Donc les missions sont de plusieurs ordres. Il y a l'aspect humanitaire, il y a l'aspect la défense, on ne peut plus dire nationale, il faut dire défense européenne. Le but du corps européen est de créer une force disponible pour l'Europe. Et nous voyons de plus en plus que les missions de défense sont dans des cadres multinationaux. Le cadre auquel on pense bien sûr, c'est les casques bleus, c'est l'ONU, mais il y a aussi l'Union de l'Europe occidentale ou l'OTAN, qui sont autant de cadres internationaux dans lesquels le corps européen peut agir. Il agira sur ordre des gouvernements et le but est de créer une unité intégrée homogène dans laquelle les unités composant le corps européen pourront intervenir pour les missions prévues. Nous allons passer justement les planches explicatives au banc-titre. Sur les missions, si vous voulez, on peut regarder les missions telles qu'elles ont été définies dans un accord avec l'OTAN, l'accord SACEUR. Je regarde si... Voilà. Vous voyez maintenant l'articulation du corps européen. Vous voyez l'état-major qui est en haut de la feuille et en bas à gauche les symboles de 3 divisions. La division allemande de Sigmaringen, qui est une division blindée, la division mécanisée belge qui est au centre, qui est en couleur jaune, et la première division blindée française dont l'état-major est à Baden-Baden. Une division, c'est environ 10 000 hommes. Vous voyez que l'ensemble de ces 3 divisions compose un groupement de forces important d'environ 645, pas environ d'ailleurs, tout à fait exactement 645 chars, autant de chars que n'en possède l'armée anglaise par exemple, ou un certain nombre aussi de transports de troupes. Ces éléments sont aux ordres d'un état-major multinational, celui qui se trouve en haut de l'image, qui est à Strasbourg. C'est la seule composante qui est réellement multinationale. Et vous voyez également apparaître la brigade franco-allemande sur la droite, qui est actuellement l'unité opérationnelle qui est pour l'instant la seule à la disposition de l'état-major.
La seule unité opérationnelle à la disposition du corps, et multinationale, parce qu'elle est déjà entraînée pour travailler en franco-allemand. Elle a déjà fait une manœuvre en novembre au Larzac avec une unité polonaise. Vous voyez que nous ne sommes pas fermés sur les pays participants, mais le but de cette association du corps européen est d'être ouvert aux autres pays européens également. D'aller donc plus loin que l'Europe des 12 encore. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Puisque nous étions à l'instant sur les structures, on peut peut-être aborder le problème de commandement. On parlait d'état-major de Strasbourg, bien sûr. Comment est-ce que l'organisation du commandement est faite? Est-ce qu'il y a des tours de rôle entre les différents pays participants, composants de ce corps? Oui, tout à fait. Le commandement du corps est un commandement intégré dans lequel d'abord se pose une question qui frappe toujours les gens qui viennent, c'est dans quelle langue parlons-nous, puisqu'il y a des gens de 4 pays. Et les langues de travail sont le français et l'allemand, à l'état-major. Et sinon, les langues officielles sont celles des 4 pays participants. Dans les unités subordonnées, bien sûr, les gens parlent leur propre langue, ils n'ont pas besoin de parler d'autres langues. Maintenant, pour intégrer le corps, il faut que nos procédures soient harmonisées et qu'elles soient multinationales. Et c'est cela précisément qui pose certainement le plus de problèmes, j'imagine. Nous donne beaucoup de travail à l'état-major à Strasbourg. Oui. Il n'y a pas que l'aspect des langues qui sont différentes, il y a l'aspect des procédures qui n'ont pas forcément de rapport au départ. L'état-major et le corps est quelque chose de tout à fait original qui n'a aucun autre modèle. Nous n'avons trouvé d'aucun modèle de ce type. Il est original en ce sens que le commandement du corps est un commandement de partenariat dans lequel il y a un équilibre entre les nations participantes. La situation actuelle, par exemple, est la suivante. Le général commandant est allemand, c'est le général Helmut Willmann, un général de corps d'armée. Il a sous ses ordres un chef d'état-major qui est français, qui est le général Clerc, qui est de Mulhouse d'ailleurs, et le général François Clerc. Et il a 3 adjoints, un adjoint français, un adjoint espagnol et un adjoint belge. Cet adjoint belge est d'ailleurs son remplaçant lorsqu'il est absent. C'est lui qui a la signature du général lorsque le général n'est pas là. Vous voyez donc une structure équilibrée du commandement dans laquelle les postes changent. Lorsque le général Willmann quittera son poste, il sera remplacé par un général français. Lorsque le général chef d'état-major quittera son poste, il sera remplacé par un belge, et ainsi de suite. Les autres postes aussi sont dits des postes tournants. C'est un équilibre de partenariat. Un équilibre qu'on trouve dans tous les services, puisque dans votre service de la communication, on retrouve un petit peu le même esprit. Dans chaque bureau également, il y a ce mélange, mais les postes sont attribués dans les bureaux de façon définitive, en fonction de la participation des armées au corps européen. Et par exemple, moi, je serai remplacé par un Français. Dans mon bureau, le chef de bureau est un Belge. Moi-même, je suis son adjoint. Et j'ai un homologue allemand. Vous voyez donc qu'on travaille vraiment en multinational. Bientôt, nous serons rejoints par un officier de presse espagnol également. Je crois qu'on peut aborder les missions actuelles, ou tout au moins l'avenir, plus exactement, du corps. Des missions à venir, donc je crois qu'on a un extrait d'ailleurs de vidéo à passer aussi sur les récentes manifestations. Pour parler de l'avenir, ce qui est important, c'est de savoir qu'au 1er octobre de cette année, nous devons être opérationnels. Ceci signifie que nous devons être en mesure de remplir les missions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous serons en mesure de remplir ces missions que quand on aura été testé sur le terrain. La première partie des missions, celles que nous connaissons déjà, celles qui sont les forces mécanisées sur le terrain en Europe, nous les avons testées au cours d'une opération qui est l'opération Pégase, enfin une manœuvre qui s'appelle Pégase, dont on pourrait regarder quelques extraits. Si on veut bien lancer le sujet en régie.
Le corps européen devrait être opérationnel dès octobre 1995. Pour cela, il s'entraîne. Manœuvres et exercices mécanisés ou humanitaires se succèdent. En cas de conflit, l'état-major multinational du corps européen devra transmettre ses ordres à des unités nationales, stationnées chacune dans leur pays d'origine. Il faudra agir vite, à distance éloignée. Le corps développe donc en ce moment des concepts nouveaux de communication. Ich kann Ihnen nicht sagen spät, ich kann nur sagen, so schnell Sie können. Das heißt, Sie verlassen den Raum hier und planen Ihre Operation sofort. Sofort. Pour être vraiment opérationnel, il leur faudra prochainement résoudre certains problèmes liés aux difficultés de coordination entre commandement national et multinational, à la disparité des matériels, à l'éloignement géographique des unités et à la différence de statut entre militaires du corps. Voilà. Vous vouliez peut-être rajouter un commentaire par rapport aux là, images. vous avez vu donc un aspect de l'entraînement du corps, qui est l'entraînement en exercice mécanisé. Nous avons au mois de mai, c'est-à-dire dans 2 mois et demi à peu près, un autre grand exercice qui se déroulera dans le sud-ouest de la France et qui touchera l'aspect humanitaire des missions du corps. En humanitaire, il s'agira de projeter une force d'environ 4000 hommes vite et loin. C'est-à-dire qu'il s'agit d'assurer les mouvements de ces unités jusqu'à un camp de regroupement de la force, ensuite la création de cette force proprement dite, et ensuite pouvoir déplacer ces éléments en avion pour les personnels, en train, en véhicule pour les matériels, et en bateau, ce qu'on fera d'ailleurs réellement sur le terrain, et ensuite de pouvoir exécuter une mission, la mission de cet exercice qui s'appellera Eurotransitex, qui est un nom barbare. Ça sera l'évacuation de ressortissants européens d'un pays inhospitalier. Vous nous parlez d'un exercice ou d'une manœuvre projetée, mais à partir de quelle date peut-on envisager de voir le corps européen intervenir sur les théâtres, sur les champs d'action humanitaire? Eh bien, vraisemblablement très vite, parce que donc une fois qu'on aura fait cet exercice en humanitaire et qu'on en aura tiré les conséquences, qu'on les aura évaluées, qu'on aura pris les dispositions pour remédier aux défauts qu'on aurait pu remarquer, eh bien, nous serons prêts à être engagés. Et à ce moment-là, ce sera une décision des gouvernements. Et vraisemblablement, enfin, quand on voit la situation internationale actuellement, quand on voit, par exemple, la situation en Bosnie ou en Tchétchénie ou ailleurs, on a besoin d'une force pour l'Europe, une force qui soit cohérente et qui soit en mesure d'être le bras armé de la politique européenne. Une question qui nous intéresse à Bissheim. Vous savez que la commune est jumelée avec le 53e régiment d'artillerie de Vieux-Brisac, qui a été maintenu donc à Vieux-Brisac. On imagine évidemment que cette armée, comment va-t-on dire, c'est un régiment. Ce régiment va être intégré à l'Eurocorps. Le régiment fait partie des unités de la première division blindée et des forces françaises stationnées en Allemagne. Et il fait donc partie du corps européen et vraisemblablement, et certainement même, il participera d'abord à nos entraînements et pourquoi pas à nos engagements. Alors, comme on le disait au début de notre entretien, le temps passe très vite, on aurait beaucoup de choses à dire sur une démarche aussi originale, parce que je ne sais pas s'il existe par le monde d'autres corps d'armée multinationaux. Il en existe de nombreux, puisque c'est la tendance actuelle. L'OTAN lui-même en regroupe un certain nombre. Rien que l'Allemagne, par exemple, a 6 corps d'armée multinationaux.
et dans le cadre de l'OTAN. Dans le cadre de l'OTAN, oui. Le nôtre est original en la mesure où il est européen, et il est le seul corps d'armée. On parle de la création d'un corps sud dont l'état-major serait soit à Florence, soit à Barcelone, et qui serait chargé d'humanitaire vers le sud, vers les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Voilà, alors on ne voulait pas se quitter sans parler d'un livre qui est paru sur toujours le Record, ou le Corps européen, un livre de Raymond Courreau, qui est journaliste à l'Alsace, pour lequel vous avez été conseillé. Tout à fait. C'est un livre magnifique. Oui, je vous en prie, deux mots sur ce livre. Le Corps a pour l'instant une très très grande popularité dans les médias et il éveille une très grande curiosité. Et ce livre est un livre qui retrace le cadre général dans lequel a été créé le Corps européen. Et pour quelqu'un qui s'intéresse, il est édité par Ronald Hirley, dont la maison d'édition se trouve à Strasbourg. Et il est en vente dans le commerce, à la FNAC, à Mulhouse par exemple, vous pouvez le trouver. Et vous trouverez dedans toutes les informations sur la création du Corps européen. Il est bien sûr beaucoup plus complet que notre petit sujet de ce soir. Nous sommes déjà obligés de nous quitter. Je vais passer la parole à Monique pour conclure ce journal. Mon colonel, merci beaucoup. Nous espérons que ce journal vous a intéressé. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.